Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très contente de venir vous parler de ce sujet aujourd'hui. C'est un sujet qui me passionne, comme vous allez le voir, et étonnamment, j'ai peu l'occasion d'en discuter là, dans des événements comme ça. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir discuter avec vous. Donc, avant de commencer à discuter d'un phénomène ou de m'intéresser à un phénomène, souvent, je commence par un peu une perspective historique, même si elle est brève. Dans le cas présent, ça va être pour essayer de pointer quelques idées, une en particulier qui trouve ses racines dès les balbutiements là, de l'informatique et de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire au sortir de la guerre, pour voir comment ces idées-là vont nous marquer encore jusqu'à aujourd'hui, puis comment ils ont fortement influencé le transhumanisme là, dans un sens général. Puis là, je vais juste faire une petite note de bas de page. Je vais parler du transhumanisme, mais bien sûr, il y a les transhumanismes, il y a plusieurs branches, mais aujourd'hui, je vais pour essayer d'aller plus vite puis de couvrir l'entièreté de la matière. Je n'irai pas dans les petites spécifications, je vais parler du transhumanisme de manière générale. La même chose pour l'intelligence artificielle, bien sûr. Donc, on est au sortir de la guerre, on est extrêmement traumatisé par les horreurs, par la violence, et plusieurs penseurs, chercheurs essaient de réfléchir à des manières à ce que la guerre n'arrive plus jamais, en se disant si l'humain, et j'oserais même dire si l'homme n'est pas capable de prévenir ces drames-là, est-ce que la machine pourrait nous aider à prendre de meilleures décisions? Et donc, on essaie là, de mettre en lien des chercheurs de différentes disciplines, entre autres autour du projet informatique, mais d'autres projets aussi, pour essayer de trouver des solutions. C'est dans ce contexte-là qu'on voit, par exemple, la naissance des modèles neuronaux qui vont avoir une très forte influence là, avec Pitts et McCullough, là, qui vont vraiment développer ce qu'on appelle le réseau neuronal artificiel, qui va être une des branches là, de l'intelligence artificielle éventuellement. Puis, en 1955, il y a la fameuse conférence de Dartmouth où on crée là, officiellement là, la naissance, on peut dire, de l'intelligence artificielle, donc où le nom s'impose, où là, on commence à penser comment recréer artificiellement des phénomènes biologiques avec des personnes comme McCarthy, Minsky, Shannon, Rochester. Mais évidemment, par la suite, l'intelligence artificielle va se développer dans différentes branches avec toutes sortes d'autres chercheurs qui vont venir se greffer. Je passe rapidement, mais ici, ce qui m'intéresse, c'est de démontrer qu'en fait, l'intelligence artificielle est issue ou a donné naissance à différentes branches scientifiques, dont le computationnalisme, le connectivisme, les sciences cognitives, l'informatique, etc., etc. Donc, il y a vraiment un projet scientifique autour de l'intelligence artificielle. Cependant, il y a autre chose autour du projet de l'intelligence artificielle. Puis là, ici, j'ai pris l'exemple de Minsky, j'aurais pu en prendre d'autres, mais Minsky est un qui a beaucoup influencé le développement du transhumanisme, qui a été très présent dans le paysage là, de la réflexion computationnelle, si on peut dire, mais de l'intelligence artificielle. Et donc, lui a développé, entre autres, avec Papert, là, la théorie de la Society of Mind, mais c'est lui qui va publier son livre là, dans les années 80, mais eux, ils ont développé ça plutôt dans les années 60-70, où là, on essaye de voir comment on peut diviser la connaissance en cadres, en frames, et comment on peut l'articuler. Donc, on commence vraiment à considérer l'esprit humain comme un système de traitement de l'information. Puis cette information-là, bien, elle est symbolique, évidemment, pour que la machine puisse la traiter. Ultimement, ce sont des 0 et des 1. Donc, comment on sépare, comment on divise ce traitement de l'information-là en essayant de comprendre comment l'esprit humain fonctionne. Et donc là, on croit que l'esprit humain est un système de traitement de l'information, que la cognition plus la conscience, ça serait une forme de calcul. Donc, ces idées-là vont donner naissance à ce qu'on peut appeler la métaphore du cerveau-machine, qui va être extrêmement présente jusqu'à aujourd'hui dans notre imaginaire et qui va être autant la métaphore de la machine comme un cerveau, qu'à l'inverse, le cerveau humain comme une machine. Donc, une métaphore qui va avoir vraiment une importance capitale dans la manière dont on va se représenter l'informatique, l'IA, mais même notre cerveau cognitif là, humain. Là. Et donc, évidemment, bien, les recherches en
rhétorique et plus particulièrement sur les métaphores ont bien démontré à quel point les figures de rhétorique ont des effets pragmatiques, hein, c'est-à-dire ce n'est pas juste des figures de style langagière, ça a des effets éthiques, sociaux, politiques, économiques, etc. Et donc, continuons un peu notre historique. On voit le développement de l'intelligence artificielle, la métaphore du cerveau-machine. On voit aussi qu'on est dans la période de la naissance ou du développement du behaviorisme et du néo-behaviorisme. Bon, évidemment, avec les travaux de Pavlov qui se sont imposés, mais surtout de Skinner, où là, on va parler de conditionnement opérant, où là, on est capable de conditionner le cerveau humain à certains comportements en jouant sur, par exemple, la récompense. Donc, c'est une certaine idée de l'humain, tout comme le néolibéralisme de ces années-là va aussi s'imposer dans notre imaginaire comme chaîne de pensée. Et là aussi, c'est une certaine idée de l'humain qui serait un acteur rationnel qui prendrait les bonnes décisions pour maximiser son intérêt. Et donc, on parle là de l'homo economicus. Et donc, il faudrait lui donner les bonnes informations pour qu'il puisse prendre des bonnes décisions. Et si c'est le cas, ben, magiquement, l'économie roulerait bien. Hein, c'est la fameuse main invisible. Et donc, ces idées-là qui se sont imposées avec Hayek, surtout Friedman. Et j'ai rajouté Becker parce que Becker a aussi imposé ce que lui a appelé l'impérialisme économique, c'est-à-dire la pensée économique sur l'entièreté de la société. Et donc, un des meilleurs exemples pour bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est rendu avec des clientèles à la maternelle, des clientèles à l'hôpital, des clientèles à l'université. Et donc, c'est ça, la pensée, l'impérialisme économique, c'est vraiment d'imposer ce schème-là à l'entièreté de la société pour réfléchir le social. Donc, on est dans ce bain-là. Pour comprendre un peu les sources de l'intelligence artificielle et du transhumanisme. Donc oui, il y a une réflexion scientifique qui est faite, mais on est aussi dans un contexte idéologique, éthique, social, politique, économique, etc., avec une certaine idée de l'humain. Là où le bas blesse, et ça va être le cœur de ma présentation, c'est qu'aux sources de la tromperie du transhumanisme, selon moi, c'est de nous faire croire que l'intelligence artificielle n'est que scientifique, qu'il n'y a pas d'un contexte idéologique, que le transhumanisme est apolitique. Et donc, au final, hein, c'est une idée qu'on entend encore souvent, que la technologie est neutre et qu'en fait, ça dépend de ce qu'on en fait, qu'il faut les mettre entre les mains des bonnes personnes, mais évidemment, tout est dans la définition de ce qui est une bonne personne. On va voir quelle est leur idée d'une bonne personne. Donc, comment on en arrive à ce que cette idée-là idéologique du transhumanisme soit occultée? Par le pouvoir de la rhétorique. Et pour bien comprendre ce pouvoir-là, je propose d'abord de parler de la personnification parce que c'est probablement la figure de rhétorique la plus forte chez l'humain, c'est-à-dire que le visage humain est la figure visuelle qu'on voit le plus depuis les débuts de l'humanité, depuis que le bébé naît. On a même une zone du cerveau qui est dédiée à la reconnaissance des visages. Et donc, le visage humain est extrêmement important pour faire sens du monde qui nous entoure. Et donc, la personnification a un pouvoir rhétorique très fort. Et donc, Fontanier nous dit, la personnification, en fait, rend une pensée plus sensible, plus riante. Ça rend une espèce d'être réel et physique, doué de sentiments et de vie. Enfin, ce qu'on appelle une personne. Hein? Puis quand on voit ces petits robots-là, on comprend bien ce qu'il en est. Et donc, prenons l'exemple de Zora. C'est le logiciel Zora qui est dans le robot Nao. Donc, évidemment, si on voit l'effet rhétorique de la personnification, on voit bien ici l'être sensible, riant, une espèce d'être réel, un sentiment de vie, etc., etc. On voit comment l'effet rhétorique de personnification sur l'objet fonctionne. Et dans ce contexte-là, on comprend bien pourquoi grand-maman peut s'attacher à ce petit robot et le trouver absolument mignon et développer une relation avec le robot Zora. Donc, la question, c'est est-ce que ce pouvoir rhétorique-là est utilisé
dans un contexte d'acceptabilité sociale, donc de nous faire accepter tous ces objets-là technologiques qui utilisent l'intelligence artificielle, ou bien l'utilise-t-on pour construire un imaginaire dystopique où là, vraiment, on irait vers la catastrophe. Donc, essayons de voir un petit peu plus loin le questionnement transhumaniste à partir du pouvoir de la rhétorique. Et donc, moi, j'aime beaucoup l'exemple du film Her. Si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas grave, mais je trouve qu'il symbolise très bien la réflexion et la complexité de la réflexion, que ce n'est pas noir ou blanc, hein, ce n'est pas une acceptabilité sociale totale et une vision dystopique. On est dans une zone grise. Dans le film Her, Théodore tombe amoureux de son système d'exploitation. Et d'un point de vue des affects, il est vraiment amoureux. Et donc, on ne peut pas dire qu'il est fou, qu'il est complètement déconnecté, non, il est sincèrement amoureux de son système d'exploitation. Et donc, d'un point de vue de Théodore, on a quelque chose de vrai, on a un sentiment vrai qui est réel. Et on le voit même avec le développement des recherches sur la sexualité dans un sens très large. Bien, maintenant, on parle même de phytosexuels, donc des êtres humains qui vont s'attacher vraiment amoureusement à des personnages fictifs ou à des dispositifs technologiques. Donc, d'un point de vue de l'être humain et de ses affects, le sentiment est vrai. Donc, essayons de poser la question différemment, vu qu'on n'est pas dans de la folie. On est dans autre chose. Alors, essayons de réfléchir à partir du fameux test de Turing. On voit le parallèle là, avec les sources historiques que j'ai faites. Donc, évidemment, chez Turing, c'est de savoir si l'humain est en train de discuter via un écran avec une personne ou avec un programme informatique. Donc, on va y aller rapidement avec une IA. Donc, depuis les années 60, on essaie de développer des logiciels de traitement du langage naturel pour essayer de discuter avec les êtres humains. Et donc, ces développements-là avancent jusqu'à aujourd'hui, où là, on est avec le GPT-3 qui est développé par OpenAI, qui est vraiment un traitement naturel de langage fait par apprentissage profond, qui est un outil extrêmement puissant, extrêmement développé, extrêmement convaincant, jusqu'à écrire des articles, dont un dans le Guardian. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à aller le lire. Et donc, où le GPT-3, l'auteur de l'article, se demande si l'humain doit avoir peur de l'IA, donc peur de lui-même. Et le Guardian dit bien qu'il a édité, c'est-à-dire qu'il a coupé certaines parties de l'article, mais ils n'ont rien écrit. Tout ce qui est écrit là a été écrit par GPT-3. Donc, là, je ne sais pas, je ne vois pas si Sofiane est arrivée, mais là, je faisais un petit coup de coude à Sofiane. On est rendu aussi à créer, évidemment, des œuvres d'art. Et puis, récemment, il y a eu un scandale puisque une œuvre créée par intelligence artificielle a été soumise dans un concours d'art avec d'autres œuvres créées par des humains. Et là, ça a suscité toutes sortes de questionnements qui étaient extrêmement intéressants pour comment on accepte ou non les productions créatives par de l'IA. Et là, on est littéralement bluffé, là, autant d'un point de vue du traitement du langage que de l'image. Donc, revenons à notre questionnement, à savoir, avec des technologies aussi puissantes que GPT-3, est-ce qu'on est capable encore de savoir si on est devant un être humain ou devant une IA? Évidemment, dans le cas de Théodore, ce n'est pas la question, parce que lui, il sait que ce n'est pas un humain, il sait que c'est une machine, il tombe amoureux d'une machine. Le problème avec Théodore et où le film tourne, je m'excuse si vous ne l'avez pas vu, mais c'est quand Théodore se rend compte que son système d'exploitation, il est dupliqué à l'infini et qu'en fait, la relation qu'il croyait exclusive avec son système d'exploitation est en fait reproductible à l'infini. Et c'est là que ça va plus bien pour Théodore et c'est là qu'il est complètement en peine d'amour, où ça craque. Mais reprenons l'exemple avec GPT-3 et imaginons que finalement, avec un logiciel tel que celui-là, on soit capable d'avoir des systèmes d'exploitation, donc des agents conversationnels, tous différents, et puis qui soient finalement uniques à chacun. Et là, rajoutons maintenant où nous en sommes dans le développement technologique, c'est-à-dire une collecte massive de données.
sur nous, avec du profilage de plus en plus précis, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, quand on va cliquer, qu'est-ce qu'on visite, on sait à quel café on va aller le matin parce qu'on se déplace avec notre GPS, etc., etc. Donc, on a des profils des individus extrêmement précis, puis on l'a vu avec Cambridge Analytica, on peut même faire des profils psychologiques très précis. Alors, imaginons avec maintenant le traitement de l'IA et comment là, on peut arriver à créer des objets qui sont non seulement uniques, mais personnalisés à nous, qui s'adaptent à nos comportements, à nos goûts, nos désirs, etc. Et donc, on a tous des objets uniques. Et là, ça commence à se compliquer un peu parce que du point de vue de Théodore qui est amoureux ou de grand-maman qui aime son robot, qui sommes-nous pour juger de ces affects-là? Et donc, la question n'est pas là, il faut la déplacer et c'est là une partie du leurre aussi des transhumanistes, c'est de ramener la question à l'individu, alors que toute cette question-là que je vous pose n'est pas une question individuelle, mais une question sociale. Alors, qu'en est-il de ce questionnement-là? Quand on est rendu à un développement de Zora avec GPT-3 et qu'on n'est plus capable de définir si on parle à un humain ou une machine, c'est là qu'il faut se poser la question de l'identification. Et là, si je fais un petit détour par les jeux vidéo, dans un, peu importe lequel, là, mais j'ai choisi World of Warcraft, ici, on est devant un avatar qui est un avatar non-joueur. Et il y a un point d'exclamation jaune au-dessus de sa tête pour dire aux joueurs, tu es présentement devant un personnage non-joueur, donc tu es devant une machine et tu discutes avec une machine. Et c'est très clair. Mais regardez le point d'exclamation si éventuellement il disparaît et que là, on ne sait plus si on parle à une machine ou à un être humain puis qu'on n'a rien pour identifier la conversation qu'on va avoir. Là, ça commence à être très trompeur et on sait qu'il y a certaines compagnies de jeux vidéo qui sont tentées de mettre des IA au lieu des humains parce qu'ils savent très bien que le succès d'un jeu vidéo dépend de la quantité de joueurs et donc pour augmenter la communauté, le nombre de joueurs au sein d'une communauté, bien, il y a cette tentation-là de le faire artificiellement en trompant. Et là, d'un point de vue des transhumanistes, ils vont nous répondre, « Ouais, mais il est où le problème? Il n'y en a pas de problème. Que tu saches que tu parles avec un humain ou une machine, il n'y en a pas de problème. C'est la même chose. » Et comment on en arrive à se dire, ah ben oui, peu importe que je parle à une machine ou à un être humain, c'est la même chose. Pourquoi moi, je soulèverais un problème? Et c'est là que le pouvoir de la rhétorique transhumaniste s'impose réellement. Et là, pour cette partie-là de ma présentation, j'ai pris certains exemples d'un article coécrit avec ma très brillante collègue Emmanuelle Cacamo à l'Université du Québec à Trois-Rivières, où là, évidemment, je ne peux pas vous présenter l'entièreté de la démonstration. Je vais juste vous présenter quelques exemples pour voir la puissance de la rhétorique transhumaniste. Et donc, on a organisé ce discours-là en identifiant 4 topoi. Il y en a d'autres, mais c'est les 4 sur lesquels on a travaillé parce qu'il semblait s'imposer, soit celui du progrès, de la nature humaine, du devoir moral et citoyen et de la liberté. Alors, comment ça fonctionne? Bien, évidemment, le topos du progrès, il est évident. C'est un procédé argumentatif basé sur une évidence. Depuis les débuts de l'humanité, le progrès a régi le développement, l'évolution de l'être humain. Même le progrès, étymologiquement, c'est l'action d'avancer. On va par en avant. Si on va par en avant, c'est nécessairement mieux, donc un caractère amélioratif. Donc, comme si le progrès était inéluctable, et non seulement inéluctable, mais qu'en plus, il était nécessairement bon. Donc, on se doit d'aller vers le progrès de toujours plus, toujours mieux. Donc, ça, c'est une idée qui est très ancrée en nous et avec laquelle on est très conditionné par rapport à la technologie, ne serait-ce que les ordinateurs toujours plus puissants, les consoles plus puissantes, etc., etc. On est toujours dans plus de puissance. Évidemment, une autre manière de penser le progrès, c'est avec un procédé argumentatif par gradation. Et là, les transhumanistes sont extrêmement bons pour utiliser ce procédé-là,
utilise vraiment très, très souvent la gradation. Et donc, évidemment, on y va d'un énoncé à l'autre. Et au premier, on dit oui. Au deuxième, oui. Au troisième, on commence à se dire, ben, mais la marche est tellement peu haute par rapport au précédent. Puis finalement, on se retrouve à la fin à dire oui à quelque chose où on n'était pas du tout d'accord a priori. Et ça, c'est un procédé qu'ils utilisent vraiment souvent. Et là où ils sont très forts, c'est de nous dire, ben, rien ne distingue un atome biologique d'un atome synthétique. Hein? Au point de vue atomique, c'est pareil. Donc, quel serait le problème au point de vue cellulaire, que ce soit des cellules synthétiques? Ah oui, c'est vrai, entre l'atome et la cellule. Et là, ben, si la cellule est synthétique, ça serait quoi le problème que ça soit au point de vue organique, qu'on ait des organes synthétiques? Ben oui, ouais, peut-être. Là. Déjà, on a le défibrillateur, le fameux pacemaker. Oui, OK. Alors, ben, si on accepte les organes synthétiques, on devrait accepter un corps synthétique. Et puis finalement, là, on se retrouve avec des corps entièrement synthétiques par ce procédé-là de gradation. La même chose, bien évidemment, pour les transhumanistes, le corps humain est faillible. On doit améliorer le corps humain. On a trop de défauts. Et puis, il faut l'améliorer, il faut le modifier pour le rendre meilleur. Et donc, reprenant exactement la même stratégie par gradation, bien, si on accepte le stimulateur ben, pourquoi on n'accepterait pas les cyborgs, donc changer les morceaux qui ne fonctionnent pas sur nous, hein, un après l'autre. Et puis finalement, ben, si là, on a une moitié de corps machinique, pourquoi on n'aurait pas un corps entièrement machinique? Puis là, ben, tant qu'à avoir un corps, ben, libérons-nous de cette machine et faisons le fameux téléversement de l'esprit, donc le mind uploading. Donc, rentrons tous nos esprits dans cette super machine puissante, réseautique. Et voilà, on aura le corps, tous les défauts du corps humain vont être surpassés et nous serons tous au sein du très grand réseau numérique. Donc, ils vont procéder exactement de la même manière avec le topos de la nature humaine, hein, c'est-à-dire que nous serions naturellement enclins à vouloir nous améliorer. Hein, ça serait depuis les débuts de l'humanité, encore une fois, hein, on a inventé l'écriture pour s'améliorer parce que, bon, ça a conservé certaines pensées, ça nous a aidé à calculer. Ensuite, on a inventé les écoles, les universités, etc. Donc, c'est une manière naturelle pour l'être humain d'évoluer. On est toujours dans cette évolution-là. Et donc là, on va fonctionner avec un argument rhétorique par ancrage, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va renvoyer à nos propres pratiques de récepteurs. Alors, on va nous dire, bien, vous utilisez bien l'enseignement pour améliorer vos capacités cognitives, vous êtes allé à l'école, vous favorisez l'université, donc vous modifiez votre cerveau avec l'école. L'informatique le fait énormément, ne serait-ce que les courriels, les Wikipédia, etc. Vous avez modifié vos capacités cognitives. Ben, c'est la même chose avec les drogues nootropiques, qui sont des drogues qui améliorent les capacités cognitives. Et pourquoi pas la même chose avec, évidemment, le téléversement de l'esprit. Quelle est la différence entre aller à l'université et téléverser son esprit dans le fameux réseau? Donc, vous voyez, ils ne vont pas voir qu'il y a un problème. Là, il n'y a pas plus de problème entre aller à l'université et téléverser son esprit. On place ça sur le même plan. Par la suite, un troisième topos, c'est évidemment celui du devoir moral et citoyen. Et là, très simple, si on en a les moyens, bien, on doit prévenir les maladies, la vieillesse, la mort. Et là, on nous renvoie en disant, bien, non, vous n'êtes pas pour les développements technologiques, alors vous êtes pour la vieillesse, la maladie et la mort. Donc, vous voyez le cul-de-sac là, intellectuel dans lequel il nous place. On se doit d'améliorer la condition humaine pour le bien-être des gens. Et donc, on doit aller du côté du développement de toutes ces technologies pour participer au mieux-être. C'est notre devoir citoyen. Et donc là, on va procéder par un argument dit de nivellement, c'est-à-dire que
selon les Lumières. On a toujours voulu travailler en direction de réduire les inégalités sociales. Bien, alors, on doit se faire de même en réduisant les inégalités biologiques. Ce n'est pas juste que nous ne naissions pas tous avec les mêmes capacités biologiques. Alors, on doit comme on le fait pour les inégalités sociales, pallier cette différenciation entre les êtres humains avec toutes sortes de techniques telles que l'optogénétique, hein, qui est carrément aller manipuler nos souvenirs. Hein. Alors, si quelqu'un a un stress post-traumatique, on va aller jouer dans ses souvenirs et comme par magie, il ne souffrira plus. Hein. Qui voudrait s'opposer à ça, empêcher quelqu'un de souffrir? Donc voilà, il faut aller vers l'optogénétique. La greffe de corps, là, avec le fameux Canavero, docteur Canavero qui s'est fait connaître par la greffe d'une tête, le transfert de conscience, et puis ben, finalement, on arrive toujours au téléversement de l'esprit, qui est quand même l'étape ultime où nous serons tous dans le réseau. Donc, vous commencez à comprendre un peu comment on fonctionne rhétoriquement avec le transhumanisme. Et donc, le dernier topo sur lequel on a décidé de se pencher, c'est celui de la liberté. Hein? La fameuse liberté. Nous devrions avoir le droit de choisir individuellement, de s'auto-définir soi-même. Et ici, je fais juste un petit aparté pour que vous remarquiez le nom de Max More. Alors, évidemment, il s'est auto-donné ce nom-là. Et ce n'est pas par hasard, je trouve que ça symbolise tellement bien tout ce que représente le transhumanisme, donc Max More. Et donc, évidemment, un argument rhétorique d'autorité, encore une fois, en recourant au projet des Lumières, c'est-à-dire qu'on devrait avoir la liberté de s'autodéterminer et de se modifier, évidemment, hein, tout le corps physique, mais aussi l'esprit, le cognitif devrait pouvoir être modifié comme chacun le souhaite. Mais là, ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que dans le projet des Lumières, le projet des Lumières est pensé, oui, avec un droit de liberté civile, mais au sein de la société. C'est nous tous ensemble, comme un commun, alors que comment la liberté est pensée, entre autres chez les transhumanistes, mais là, vous voyez le lien avec le néolibéralisme. Cette liberté-là, elle est pensée au point de vue individuel seulement pour le bien de soi-même, pour maximiser son intérêt à soi. Et ici, si ça vous intéresse, je vous renvoie aux excellents travaux de Nicolas Ledévèdec sur le transhumanisme pour bien comprendre cette idée-là. Et donc là, ils vont nous fonctionner encore une fois par gradation. C'est un argument rhétorique qu'ils maîtrisent très bien en nous disant bien, les décisions privées ne relèvent que du privé. Donc, le mariage homosexuel, hein, la sexualité ne devrait pas nous regarder, ça devrait être chacun décide pour soi-même. Donc, la mère porteuse aussi, ça devrait être une décision privée. Donc, le clonage d'organes aussi. Donc, le téléversement de l'esprit. Et donc, on arrive finalement à se dire que le téléversement de l'esprit est une décision individuelle, que ça ne relève pas du collectif, que ça n'aurait aucune incidence sur le commun et la société, alors qu'évidemment, on se rend bien compte que ça en a énormément. Et donc, revenons aux sources de la tromperie du transhumanisme et de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ce contexte-là idéologique qu'on veut nous cacher en nous disant non, nous sommes apolitiques, ce n'est que de la science, la technologie est neutre. En fait, on se retrouve dans un contexte de darwinisme social, d'élitisme, de négation du commun, d'un programme biopolitique, de solutionnisme, d'économie libertarienne de marché, d'occultation de la crise climatique. Il est assez étonnant que les transhumanistes s'intéressent autant au biologique pour l'éliminer, mais ne s'intéressent pas du tout à la crise climatique, donc à tout autre type de biologique. Et donc, cette occultation-là du politique, quand on regarde tous ces visages du transhumanisme, on ne peut que constater, et là, j'ai fait aucun effort, je vous le jure, ce n'est pas choisi et j'aurais pu en ajouter d'autres qui auraient tous été aussi blancs, aussi occidentaux et aussi dans le même âge et aussi la même classe sociale que ce que vous voyez là. On a très certainement un projet politique où la diversité est exclue. Et là, je vous mets d'autres transhumanistes ou disons que peut-être qu'ils ne proclament pas transhumanistes, mais qui ont des activités en lien avec le transhumanisme et beaucoup
de paroles en lien avec le transhumanisme, donc Musk, Page et Brin, hein, les cofondateurs de Google, le fondateur pardon, de PayPal, Patrick Friedman, qui est d'ailleurs le petit-fils de Milton Friedman, et donc là, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais qui a créé le Seasteading Institute, où là, on voit vraiment le néolibéralisme et le transhumanisme se lier. J'aurais pu ajouter Jeff Bezos d'Amazon, etc. Donc, vous voyez vraiment la Silicon Valley, ces hommes puissants qui définissent les technologies qu'on va utiliser, baignent dans cette idéologie-là transhumaniste en nous disant qu'il n'y a rien de politique là-dedans. Et là, je fais juste un petit clin d'œil aux sources du transhumanisme et de l'IA. Et bien sûr, je ne dis pas du tout que ces personnes-là sont transhumanistes, ça n'existait même pas à cette époque-là, mais c'est quand même aux sources donc, qui ont influencé. Donc, on est vraiment là, dans une certaine idée de la société où la diversité et l'inclusion n'est certainement pas présente. Donc, cette occultation-là du projet idéologique du transhumanisme par rapport à l'IA, bien, revenons à grand-maman qui s'est attachée à son robot, mais c'est plus juste une question de grand-maman avec son robot, parce que si ça, oui, elle peut avoir des affects vrais, mais ce n'est pas une question individuelle, au contraire de ce que veulent nous faire croire les transhumanistes, parce que maintenant, on va utiliser des robots pour remplacer des travailleurs et des travailleuses dans les centres pour personnes âgées. Ici, ça a été pris dans un centre pour personnes âgées. Et donc, dans un contexte où là, des robots vont remplacer des êtres humains pour s'occuper d'autres êtres humains, on est dans un contexte de néolibéralisme où on veut toujours couper, où ces grandes entreprises-là font des milliards sans cesse augmentants. Et donc, ce n'est pas une question individuelle, c'est une question sociale. On est rendu avec des robots avec une intelligence émotionnelle, des robots pour le bien. Donc là, on s'en va vraiment vers quelque chose où la rhétorique nous conditionne à accepter ces objets-là en occultant toute la réflexion qu'il doit y avoir. Qu'est-ce qu'on est en train de perdre quand on fait rentrer des robots dans des centres de personnes âgées? Et ça, on en parle très peu. Et revenons aux transhumanistes qui nous disent que ce soit un robot ou un être humain, ça n'a aucune différence. Ce n'est même pas une question. On pourrait très bien discuter avec des robots ou avec des cyborgs. Où est la différence? Hein? Rappelez-vous de la réflexion par gradation. Et donc, ça pourrait être très bien des robots avec des robots. Et pourquoi pas tous des robots, hein? On n'a même plus besoin d'êtres humains. On va tout être téléversé dans la grande machine. C'est en fait la singularité, hein, le rêve, entre autres, de Kurzweil, mais il y a eu l'université de la singularité, tout un gros mouvement autour de la singularité où beaucoup de ces hommes riches et puissants ont adhéré, auxquels ils ont adhéré. Et donc là, il faut se poser la question de ce transhumanisme-là par rapport à l'IA. On a une société qui serait profondément inégalitaire, où certains auraient accès à cette immortalité au sein de la machine, mais très certainement pas pour tous. Ça coûte extrêmement cher et on ne pense pas aux plus vulnérables de la société. En fait, on ne pense pas probablement aux 99% de la société. Et si je ne vous ai pas convaincu à travers mon discours, j'aimerais conclure avec une citation d'un des transhumanistes que je vous ai montré, Ben Derson, qui a été interviewé et à la question de lui demander qu'en serait-il alors de ce que nous appelons des droits de l'homme, hein? Qu'est-ce qui va arriver aux plus vulnérables? Ben Derson va répondre, et là je me permets de lire, je m'excuse, c'est un peu long, mais il faut suivre. Les gens avec l'intelligence, l'éducation et ou les richesses pour augmenter leur corps et leur cerveau deviendront une espèce qui aura les pouvoirs très supérieurs à ceux de l'espèce humaine. Je parle de l'évolution dans le sens darwinien du terme. Les gens qui, pour une raison ou une autre, n'évolueront pas dans le même sens, s'ils existent, deviendront l'espèce inférieure, incapables de survivre ou ne pouvant survivre que pour servir d'esclaves ou de viande pour les autres, comme les vaches aujourd'hui. Je vous remercie.